Merci d'être avec nous sur les antennes de Tui TV et Watt FM, les médias leaders. Vous êtes à votre émission d'analyse et de décryptage, le tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Je suis Adam Scalet-Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges Geoffroy Vahe et Bernard Bourman. Bonjour monsieur les juges. Bonjour président, bonjour juge Vahe, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Nous allons également dire bonjour à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Pour cette dernière convocation, nous allons parler droits humains avec le dernier rapport de l'organisation non gouvernementale Amnesty International qui a été rendu public hier jeudi. Le rapport indique que les inégalités se sont renforcées cette année à cause de la pandémie du Covid-19. Nous allons y revenir avec le regard des juges. Nous allons également parler toxicomanie et consommation de la chicha. La mairie de Ouagadougou qui passe à une vitesse supérieure dans la lutte contre ce phénomène. La consommation de la chicha est désormais interdite dans la ville de Ouagadougou, indique un arrêté municipal en date du 6 avril. Analyse de l'opportunité de cette mesure, mais ça sera après les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons passer la parole au juge Bougman. Alors mon avant-propos va concerner l'ouverture de la nouvelle gare routière hier. Et je le dis parce que ça a été l'objet de plusieurs de mes interventions par rapport aux compagnies de transport, non seulement qui encombrent au niveau des quartiers ou même au centre-ville. Parfois pour se frayer un passage, quand il y a une compagnie qui veut prendre la route, c'est très compliqué. Allez-y au pied de l'échangeur, route de Bobo-Dioulasso. Allez-y également devant le théâtre populaire. Allez-y à Gonguin sur, ce n'est pas l'avenue du Conseil de l'Entente, la route qui mène vers le rond-point du cycliste, j'ai oublié le nom de cette voie-là. Mais quand les compagnies, ce sont des exemples comme ça, parmi tant d'autres, il y en a à l'appel. Donc quand les compagnies veulent sortir de leur gare, comme on le dit, c'est très difficile. C'est la croix et la bannière pour les usagers de la route. Donc il faut un monsieur qui siffle à tue-tête, des usagers qui forcent le passage. C'est très compliqué souvent, surtout sous cette chaleur ouagalaise. Et donc, penser à désencombrer, effectivement, oui. La gare Ouagar Inter était là depuis, elle devait être reconstruite effectivement depuis longtemps pour se conformer aux normes, mais pour offrir un cadre beaucoup plus agréable parce qu'il y avait un grand désordre, un vrai délabrement. À l'intérieur, franchement, c'était très difficile. Donc déjà, le fait d'avoir relooké cette gare, c'est bien. Deuxièmement, il y a celle route de Bobo-Dioulasso qui va être opérationnalisée, qui est terminée également. Et donc, le maire disait à l'émission que ça va être inauguré aussi bientôt pour faciliter effectivement ce désengorgement. Et pendant qu'on y est, j'ai vu le commentaire de Yacouba Ouedraogo qui est officier actuellement comme directeur de la communication au niveau de la CENI, qui dit qu'il s'est retrouvé à Bruxelles dans une gare, il était en train de faire des photos et quelqu'un lui a demandé mais tu fais les photos comme ça pourquoi? Et lui a dit il ne savait pas qu'une gare pouvait être propre. Et ça, effectivement, au Burkina, c'est ce qu'on nous laisse voir. C'est comme si une gare routière, c'est un désordre, c'est un laisser-aller. Ce n'est pas un endroit où la propreté doit être de mise. Et donc, c'est aussi un autre défi de ces gares qui ont été effectivement relookées, certaines construites parce qu'il y a la gare de l'Est également qui va être reconstruite d'ici là selon les prévisions. Donc après c'est l'entretien qu'il y a derrière, c'est l'esprit également des usagers. Mais si l'usager se met en tête également que une gare routière c'est un désordre, c'est un bazar, c'est ce que nous aurons. Donc vous avez beau mis des efforts, mais il faut travailler pour que les uns et les autres puissent intégrer cette dimension dans les compagnies de transport. Voilà. Donc j'ai dit c'est bon de l'avoir fait, c'est terminé, pour pouvoir désengorger parce que il y avait un encombrement au sein de la ville. Parce que la dernière fois mon avant-propos c'était l'institution des routes parallèles. C'est vrai que ce n'est pas encore opérationnel, mais avec effectivement ces gares routières qui sont construites sur certains axes. Et ensuite, avec les routes alternées, je pense peut-être que ça va contribuer à fluidifier la circulation. À Tampoui, l'échangeur du Nord a été déposé, mais même là,
le matin, c'est pas aux heures de pointe, c'est pas évident, c'est très difficile. Même avec la présence de l'échangeur, c'est comme si rien n'avait été fait, effectivement. Donc il faut trouver d'autres solutions pour désengorger. Alors que c'est un axe également qui est beaucoup emprunté par les compagnies de transport. Donc déjà, je dis bien bravo à la mairie, mais le Burkinabé également doit se mettre en tête pour l'entretien de ces infrastructures, lui également, il a une part de responsabilité. Voilà, c'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci pour cette lecture. Nous allons passer la parole au juge Va. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette dernière convocation? Oui, merci Président. Moi, c'est deux sujets, je vais aller rapidement. Le premier, il est burkinabé et on se rappelle qu'il y avait une vaste campagne à Bobo-Dioulasso concernant les taxis, ceux qui utilisent notamment le gaz butane pour fonctionner. Et il y avait donc cette volonté de sensibiliser, c'était porté par la police municipale et son directeur avait rappelé le caractère donc dangereux de l'utilisation du gaz butane pour donc ces véhicules-là, étant entendu que c'est du transport en commun et ça expose évidemment la vie des clients. Et il y a le Faso.net qui nous ressort un élément très intéressant, l'association des jeunes taximans du Burkina, dont le président défend Momoni Ouedraogo, qui lui suggère plutôt aux autorités une formation poussée pour améliorer leur technologie, c'est-à-dire l'utilisation du gaz butane. Et pour lui, c'est que l'essence, il le dit de façon claire, l'essence, c'est encore plus dangereux que le gaz. Donc il vient en contradiction directe avec ce que dit le directeur de la police municipale. Et puis, ce qu'on a entendu même du maire Simon Comparé en son temps, lorsque de Simon Comparé n'était pas encore maire, il était plus maire, il était ministre de la sécurité sur la question encore du gaz butane. Mais le problème de fond, c'est que le gaz qu'ils utilisent pour leurs véhicules, c'est subventionné. C'est bien parce qu'ils arrivent à faire de l'économie d'échelle en utilisant ce gaz-là qu'ils continuent de le faire. S'ils devaient le payer au prix normal sans la subvention de l'État, je pense qu'ils allaient courir aux stations et puis remplir leur réservoir d'essence. Donc le problème n'est pas là. On ne peut pas subventionner le gaz butane pour l'utilisation des ménages et que vous l'utilisiez et vous pensiez que c'est tellement normal qu'aujourd'hui on doit même travailler à pouvoir améliorer le système de sorte à ce que ce soit quelque chose qui soit maintenant naturel, alors que sa dangerosité elle est confirmée. Donc vous comprenez comment est-ce que le travail de sensibilisation il est même très difficile à mener, il est même très fort. Moi quand j'ai lu l'article de lefaso.net, j'ai eu un sourire au coin. C'est vraiment ça ça m'a interpellé. J'ai dit mais là on est encore loin de comprendre certaines choses. Donc pour moi c'est vraiment surprenant et j'attends de voir quelle réaction sera donnée à cela. Mais c'est normal, parce que lorsqu'on nous dit que quelque chose est on dit qu'à partir de maintenant ça c'est interdit, il faudrait aussi que force reste à la loi, de sorte à ce qu'on mette les moyens pour que ceux qui on va dire de façon très claire, ne respectent pas les règles, mais les violent comme ils le veulent, que ces personnes-là aient à payer et à répondre de cela. Et nous, on est habitués à ça. Vous rentrez allez à Bobo, vous allez voir, même à Ouaga, quelquefois, vous le verrez. Le gaz butane est derrière, quand le gars il tourne, la bouteille là, vous entendez et puis vous êtes là. Vous vous demandez, mais chef, c'est quoi qui est derrière une ancienne bouteille de gaz? Donc vous comprenez automatiquement. Mais comment est-ce que ça peut être fait? Alors qu'il y a des contrôles de police qui sont faits très souvent. Quand ils sont arrêtés, ça peut faire quoi? Donc je dis, si on y prend garde, cette façon de réfléchir et cette façon d'argumenter peut trouver son lit dans le fait que nous ne soyons pas actifs sur cette situation minimum. C'était mon premier avant-propos. Le deuxième avant-propos, je reviens sur ce qui s'est passé un 22 mars en Côte d'Ivoire avec la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus avec cette supercherie. On a vu le représentant résident de l'ONU, c'est Philippe Poisson, je vais le trouver, qui fraîchement arrivé et tout, devrait
donner l'exemple en se faisant vacciner. Et puis, on voit une bonne dame qui vient avec une seringue sans aiguille, qui la lui colle et qui fait même pas le geste, la pression pour faire entrer le liquide. Et on finit, on fait le bras comme ça, on est content. Et puis voilà, on colle quelque chose, là, tout le monde est content, et même le représentant résident s'est fait vacciner. Mais la vidéo c'est traduit une vraie supercherie. Et ça n'a pas échappé aux yeux de plusieurs personnes et c'est revenu après sur la toile. Maintenant, de plus en plus, on voit, parce que c'est, quoi qu'on dise aussi, c'est un Français, on a vu RFI qui a commencé à donner des éléments de réponse. Non, en fait, il y a eu un problème technique. Ceux qui filmaient n'ont pas pu capter l'instant de la vaccination du représentant et donc ils ont refait un montage et la dame faisait donc semblant de le vacciner. Pour les besoins du reportage. Et qu'il y a des photos, qu'il aurait des photos qui montrent clairement qu'il a été vacciné et qu'il avait même le papier qui gage de ce que vous avez été vacciné. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il parle mieux qu'une photo lorsqu'on parle d'un mouvement? Parce que vacciner, et quand on veut montrer que ça s'est fait, s'il y a une vidéo, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une photo pour prouver que vous avez été vacciné. Et puis le papier qu'on vous donne, s'ils ont été capables de filmer ce monsieur en train de se faire vacciner avec une seringue dans laquelle il n'y a pas de jus, sur laquelle il n'y a même pas de, comment on appelle, il n'y a pas d'aiguille, vous voulez que nous on croie à ça comment? Voyez comment est-ce que on tue même la communication et la sensibilisation qui doit être faite. C'est une supercherie. Il n'y a pas trois façons d'appeler ça. Ils ont voulu avoir les gens avec une façon de faire et ils ont été rattrapés par des gens qui sont un peu plus vigilants. Maintenant, si ce qu'ils disent est vrai, bon, ça aurait été une mauvaise communication de leur part et bon, mais quelquefois aussi on dit à quelque chose, peut-être malheur est bon. Donc, et puis ça intervient à un moment donné aussi où même celui qui doit être vacciné dans son pays, on avait arrêté AstraZeneca parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, il y avait un fort débat là-dessus, ce vaccin sur la Covid. Donc je veux dire, ce n'est même pas encore terminé quand on parle de Covid-19. Est-ce que ceux même qui prêchent la chose, ils sont convaincus? En tout cas, ce qu'on a vu de la vidéo du 22 mars et du représentant résident de l'ONU et des Nations Unies à Abidjan, en tout cas, M. Philippe, vous ne vous êtes pas fait vacciner dans la vidéo qu'on a vue et ça pose problème. D'accord. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. Nous allons à présent nous intéresser aux deux sujets qui ont été enrôlés pour la présente convocation. Nous allons commencer par le premier qui porte sur le rapport 2020 d'Amnesty International qui a été présenté hier jeudi. Alors, il faut dire que ce rapport porte sur 149 pays, dont 35 pays sahariens. Au Burkina Faso, le bureau régional a présenté ce rapport-là au cours d'une conférence publique. Il faut rappeler que ce rapport, en tout cas, indique que la pandémie de Covid-19 a révélé toute l'ampleur des politiques délibérément clivantes et destructives qui perpétuent les inégalités, la discrimination et en tout cas la mauvaise gestion de cette crise-là. C'est le rapport qui le dit. Nous allons revenir là-dessus et permettre aux juges de porter un regard là-dessus. Déjà, juge Bougma, c'est un rapport périodique. Cette année, comme on pouvait s'y attendre, le Covid-19 plane sur ce rapport. Alors, on estime que cette maladie a davantage, je dirais, creusé les inégalités. Premier regard là-dessus. Oui, et ça c'est vrai, ce n'est pas l'Afrique seulement. Si c'est par rapport aux inégalités, c'est vrai, compte tenu de la situation. Je prends un exemple terre à terre, que ce soit ici ou ailleurs. C'est ceux qui ont le privilège de prendre l'avion qui peuvent voyager officiellement, même sous nos cieux. Donc, pour certaines personnes de notre catégorie, il faut jongler aux frontières terrestres, négocier, corrompre, frauder pour passer. Et donc, maintenant, ceux qui prennent l'avion, vous faites le test et puis c'est parti. Et même le test, au début, il était gratuit, mais maintenant, il n'est plus à la portée de tout le monde. C'est 50 000 francs qu'il faut débourser. Et c'est même aussi pour ceux qui prennent le vol. Et donc déjà, ça aussi contribue à refroidir les ardeurs de ceux qui doivent voyager. Et donc c'est une élite d'ailleurs qui voyage. C'est ceux qui sont tenus soit par le boulot ou des obligations sociales et qui ne peuvent pas faire autrement. Sinon pour ceux qui partent pour le tourisme, ils sont rares maintenant à vouloir débourser 50 000 francs, prendre l'avion, aller en famille.
puisqu'il y en a qui vont en famille pour les vacances, le tourisme. Cette année, vous avez vu qu'au Burkina, nos autorités se sont promenées sur les sites touristiques. Et c'est bien d'ailleurs parce qu'elles nous ont permis aussi de savoir qu'il y a d'autres sites touristiques qu'on ne connaissait pas, parce que les autorités ont commencé à faire tourisme local, ceci ou cela. Donc ça crée également une résilience et puis une façon de faire qui est bien. Mais donc, je suis d'accord qu'effectivement, ça a creusé davantage les inégalités, parce que je prends seulement le domaine du voyage. Il n'est pas laissé à la portée de tout le monde de pouvoir voyager. Et même quand les gestes barrières avaient été effectivement imposés, il y a un comportement qui a été demandé, et tout le monde ne pouvait pas avoir accès au gel hydroalcoolique. C'était des entreprises d'ailleurs et puis c'était pas toutes les entreprises qui se donnaient le luxe de prendre et de veiller jalousement sur le flacon pour que les uns et les autres puissent se nettoyer les mains avec. Donc les prix ont flambé et n'importe qui ne pouvait même plus avoir accès. Même quand vous vouliez, c'était difficile d'en avoir, c'est cher. Même le cache-nez, les prix ont flambé. Donc ça creusait effectivement, comme le dit, les inégalités. On a fermé les frontières. Ouaga, on ne pouvait pas quitter Ouagadougou pour aller à Koudougou, encore moins à Bobo Dioulasso, et vice-versa. Et donc, ceux qui vivaient quotidiennement comment on appelle ça, de ce flux-là, il y a eu un impact. Vous prenez la route, vous prenez les différents axes de Ouagadougou, vous rencontrez des dames ou des jeunes messieurs le matin qui viennent avec des légumes, donc issus de la maraîchiculture, pour inonder Ouagadougou, ou qui quittent Ouagadougou pour aller chercher des marchandises ou aller vendre dans un marché hors de Ouagadougou. Mais ces personnes aussi ne pouvaient plus bouger. Conséquence, leur activité économique a été plombée. Et donc, à côté, il y a eu aussi de la prise de mesures, et cette prise de mesures aussi a défavorisé des gens. Parce qu'une dame, je prends l'exemple d'une dame à Saba, qui effectivement vivait de la vente d'eau. Et dès que la gratuité a été décrétée, elle était sans ressources, alors que c'était sa principale source de revenus pour pouvoir subvenir à ses besoins et puis pouvoir pour pouvoir chauffer la marmite pour l'enfant. Et c'était très dur pour cette dame-là, parce que c'était sa principale source de revenus. C'est un exemple comme ça que je prends, qui est banal, mais qui a impacté la vie d'une citoyenne burkinabé dont on n'imagine pas comment est-ce que la Covid, ou le Covid, c'est selon, a impacté, comment on appelle ça, la vie de cette citoyenne-là. Et des personnes de bonne volonté sont venues en aide à la dame, parce que ce n'était vraiment pas facile. Donc effectivement, la gestion, sa présence et sa gestion, les deux ont créé naturellement, ont creusé davantage les inégalités sociales. Et ça permet aussi à certains pays de prendre le dessus sur d'autres par rapport au commerce de tout ce qui est lié au corona business. Cache-nez, gel hydroalcoolique, et puis j'en oublie. D'accord. Alors quand on s'intéresse au cas du Burkina Faso, le document précise justement que la documentation a été faite en tenant compte d'un triple contexte, la situation sécuritaire, la situation sanitaire et aussi les élections couplées de novembre 2020 qu'on a connues. Alors quand on prend la question sécuritaire, on estime qu'il y a eu une flambée des violences liées au genre, notamment on parle de cas de viol, de prostitution, notamment avec les personnes déplacées. Oui, mais je pense que c'est une situation aussi qu'on ne peut pas écarter comme impact, parce que vous avez des personnes qui étaient chez elles, des personnes qui avaient une activité, l'élevage, l'agriculture ou tout autre, et qui par la force des choses se sont retrouvées dans des situations qui sont plus que précaires, très difficiles, contraints de tendre la main et d'attendre la volonté des uns et des autres pour pouvoir avoir peut-être un repas le soir ou quoi que ce soit. Donc ça devient très compliqué. Et puis vous voyez la réalité dans les camps qui ont été prévus pour les accueillir. On a fait plusieurs reportages. Vous savez que c'est pas vraiment réluisant. Et personne ne peut s'asseoir et regarder quelquefois sa famille dans des situations pareilles. Et il y a donc dans ces situations-là, évidemment, c'est une réalité dure qui rattrape. Et certains actes qui ne sont pas forcément réluisants, mais qui deviennent presque naturels pour ces personnes-là. Donc, les questions de prostitution et autres, ça, c'est des choses qui sont sûres. Et c'est les impacts pas intéressants, quoi qu'on dise, de ce type de situation-là. Et
quand on regarde aussi ce que revêt ce rapport sur ces situations, moi je pense que ce n'est pas la première fois que cela ressort. C'est que la situation de nos déplacés internes, elle est vraiment, vraiment compliquée. Elle est vraiment compliquée. Je pense que c'est ce qu'on devrait d'abord retenir. Maintenant, jeter l'anathème, se dit, mais bon, écoutez, on peut trouver peut-être quelque chose à côté à faire et tout, mais souvent, les gens qui vont sur ce type de dernier recours-là, c'est parce qu'ils ont essayé plusieurs plans, du A jusqu'à Z, A prime, A seconde, jusqu'à Z seconde, voilà. Donc c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça aussi toutes les campagnes qui sont lancées très souvent, on a vu, et ça c'est salutaire, dans le cas du 8 mars, vous vous rappelez, le 8 mars autrement, ces femmes-là qui ont essayé de collecter des vêtements, de la nourriture, un certain nombre d'éléments pour venir en aide à ces femmes-là, ça n'était que salutaire. Et nous, on les avait reçus ici, on s'est fait le devoir aussi d'apporter plus de communication à leur dynamique qui pour nous était une dynamique qui était très positive, parce qu'on connaît, je dis encore, la réalité de ces familles-là. Et c'est pas le plus dur, c'est pas l'homme en tant que tel, c'est les femmes et les enfants. C'est ceux-là qui paient le lourd tribut de cette situation-là. Et c'est pour ça que vous verrez les cas de prostitution qui commencent à être de plus en plus évoqués. Donc c'est des personnes qui sont livrées à elles-mêmes et qui doivent trouver par moment, par elles-mêmes, certaines solutions. Bon, d'accord. C'est triste, mais c'est un peu ça. C'est la réalité, oui. Alors, quand on prend le cas des violences, on parle aussi de la question sécuritaire. Alors, un autre cheval de bataille de Amnesty International, c'est que la question du respect des droits humains soit en phase avec la lutte contre le terrorisme. En d'autres termes, les terroristes ont également des droits. C'est un message qui a du mal à passer quand on voit souvent les commentaires de certains après les rapports de Amnesty International. Votre regard là-dessus, juge Bougma? Je ne sais même plus ce que je vais dire sur ça, parce qu'on l'a tellement ressassé sur ce sujet que je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est une question qui ne fera pas l'unanimité jusqu'à ce que je rêve le rêve qu'un jour on ne parle plus de terrorisme, jusqu'à ce que le phénomène disparaisse. On ne pourra pas faire l'unanimité sur cette question, parce que le terroriste, il est sans visage. Il y en a qui disent qu'ils le font pour des questions religieuses. Ceux qui se réclament d'une certaine religion concernée disent non, ce n'est pas vrai. Donc il n'appartient à personne. Et personne ne veut se réclamer aussi de lui. Si on vous soupçonne comme complice, c'est compliqué. Donc déjà, c'est difficile de s'accommoder avec. Et maintenant, pour certains, ils ne veulent pas entendre parler qu'on parle de droits des terroristes, parce que c'est des gens pour eux qui sont sans foi ni loi, et quand ils viennent, qui sèment la terreur, donc et ils le font en connaissance de cause. Donc, les défenseurs des droits humains comme Amnesty International sont dans leur rôle de dire ce qu'elles pensent, parce qu'elles s'investissent dans le cadre de la promotion et de la défense des droits humains. Et on ne peut pas leur demander de faire autre chose ou de s'y prendre autrement. Parce que ce sont des vies, c'est une vie humaine, et toute vie humaine est sacrée. Elle doit être protégée et défendue. Et donc, ce qui fait que par rapport à Amnesty, c'est son domaine d'intervention. Il n'y a vraiment pas de commentaires, beaucoup à faire. Maintenant, pour ceux qui sont effectivement contre cette façon de regarder, c'est-à-dire que les reproches aussi ne manquent pas. Donc, parce que quand c'est des terroristes qui commettent des exactions et tout, il n'y a pas de réaction pour dire que Amnesty condamne tel. Mais quand ce sont les forces régulières qui commettent des bavures, la réaction est immédiate. Parce que Amnesty estime que la responsabilité de ceux qui sont formés à la défense et à la protection de la vie humaine, la responsabilité est plus grande et plus engagée que quelqu'un qui a été manipulé, qui a pris une arme au nom d'une quelconque raison pour aller, et parfois des raisons que la personne ignore fondamentalement, les vraies raisons pour aller effectivement tuer des gens. Et donc, et pour Amnesty, comme les autres organisations, le principe c'est effectivement de pouvoir les traduire devant les tribunaux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes.
Sauf que certains font opération kamikaze, vous n'avez personne à récupérer parce que la personne même part avec les victimes. Pour ceux qui partent avec les ceintures d'explosion. Donc, je dis bien, c'est un débat qui ne pourra pas être vidé jusqu'à ce que cette affaire-là disparaisse. Et puis bon, le terrorisme a toujours existé d'une façon ou d'une autre, c'est que ça prend d'autres formes en fonction de l'évolution aussi de l'humanité. Donc la réalité aussi, elle est là implacable. Mais je dis bien, par rapport à cette question, comment trouver le juste milieu entre défendre une patrie, protéger des citoyens et en même temps avoir du souci pour celui qui attaque et le citoyen et le défenseur du citoyen. D'accord. Alors on l'a dit, c'est un rapport périodique qui donne la photographie du moment, la situation des droits humains dans le monde. Alors la question que je suis tenté de me poser, c'est l'impact réel de ces rapports-là sur justement les différents pays qui sont indexés et pointés du doigt. Juva. Oui. Le problème ici, c'est que on a des pays qui vivent des réalités qui sont assez difficiles et qui font que par moment vous faites face à des réalités aussi qui ne sont pas seulement difficiles mais qui sont nouvelles. Et donc dans la réponse que vous apportez et dans son approximation de départ et dans votre volonté de parfaire les choses, vous vous retrouvez souvent à dos certaines structures avec le rapport qui vous accable d'un certain nombre de récriminations et vous les ressentez un peu sur le dos comme étant des empêcheurs de travailler. Et n'oublions pas aussi que la plupart de ces organismes-là ont d'abord un objectif premier, c'est la question de faire respecter les droits de l'homme et venir en aide aux personnes qui sont victimes. Et ça, c'est partout. Donc, c'est des personnes qui arrivent même à prendre langue avec ceux que vous appelez, vous ciblez comme étant vos ennemis. Parce que le plus important pour eux, c'est pas le conflit, c'est même pas forcément son règlement, mais c'est de venir en aide aux personnes qui peuvent être victimes ou qui peuvent subir le dommage de ce conflit-là. Donc ça va jusqu'à aller prendre contact avec même ceux qui sont en face. Mais, donc ça met toujours mal à l'aise. Et ça, moi, je pense que Bernard, je le prends comme témoin. On a fait une formation avec même le ministère sur cette question-là, sur la réalité de leurs principes, de leur vision et de la façon que ça peut être perçu même par les citoyens lambda, de savoir que donc vous arrivez à discuter des fois même avec certaines figures des terroristes là. On dit non, que l'essentiel pour nous c'est de pouvoir toucher les populations, pour voir comment ça va et ceci et cela. Donc vous pactisez avec eux, ils disent non, c'est pas notre rôle. Notre rôle c'est ceci, c'est cela. Mais ça, comment est-ce que vous pouvez faire expliquer ça à quelqu'un? Maintenant, quand vous faites vos rapports, et c'était la question que moi j'avais posée à un moment donné, j'ai dit, vous faites vos rapports. Quand il s'agit des attaques ou des atteintes et tout, vous allez voir souvent quand vous les lisez, c'est de l'ordre du répertoire. C'est-à-dire que c'est répertorié. Maintenant, quand on va sur la partie État, qui est, elle, forcément plus structurée et tout, il y a derrière l'obligation de répondre devant des instances. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être enclenchées. Il y a même des mesures punitives qui peuvent venir derrière. Il y a des embargos, il y a plein de choses qui peuvent venir derrière concernant les États. Mais concernant souvent les autres parties, c'est là où ça laisse un peu... ça devient un peu compliqué. Vous voyez. Donc ça, c'est un sentiment aussi que beaucoup ont. Pas que on remette en cause la question des droits humains ou quoi que ce soit. Non, mais c'est qu'à un moment donné, certains se disent non, vous êtes très souvent à charge nous concernant, et que concernant l'autre, on ne vous sent pas dans la même, comme le disait tout à l'heure Bernard, on ne vous sent pas dans la même veine, les condamnations et autres. On a l'impression que c'est ce dans quoi nous sommes. Donc ça met souvent mal à l'aise. Mais n'oublions pas que ça, pour moi aussi, comment dire cela, ça a aussi son importance. Ça a aussi son importance parce que ça oblige les uns et les autres à se dire qu'il y a des règles. Vous savez,
à faire comme et à agir comme le terroriste. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous rend différents et puis qu'est-ce qui nous grandit, qu'est-ce qui fait de nous des hommes. Quand on parle de droits de l'homme, c'est de garder le côté humain qu'il y a en nous. C'est ça qui est important. On ne prend pas quelqu'un en le gorge juste parce qu'on a des suspicions, ou on prend quelqu'un, on a tous les droits sur lui sans l'avoir jugé, quoi que ce soit, juste parce qu'on a un petit côté dans notre tête qui nous dit que lui, il doit avoir fait ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça nous rappelle aussi que en tant qu'homme, chacun a des droits et que il y a un certain nombre de mesures à respecter, il y a des textes à respecter, il y a une façon de se comporter. Et pour moi, ça aussi, ça a son importance. Mais je dis qu'il faut faire attention parce que même ces organismes-là ont aujourd'hui beaucoup à faire pour se faire accepter, beaucoup à faire pour qu'on comprenne leur mission, beaucoup à faire pour qu'on ne sente pas qu'ils soient plus à charge pour ceux qui ont un principe premier, rétablir peut-être la paix chez eux, rétablir le bonheur pour leur population. On a l'impression que c'est un peu ça. Donc pour moi, il y a un gros travail à faire. Et puis la réalité aussi, c'est que très souvent les rapports là se succèdent, mais on ne voit pas trop les changements, les changements majeurs que ça apporte. Si ce n'est, je dis encore que ça oblige, c'est un peu comme un caillou dans le soulier de certains. D'accord. Voilà. Alors juste Bougma, sur la même question, impact réel de ces rapports, ou bien c'est un coup d'épée dans l'eau? Justement, la question c'est l'impact de ces rapports, à qu'est-ce que ces rapports profitent et ça permet de faire quoi. Dans certaines situations, ça permet de clarifier un certain nombre de choses. Il y a eu des moments où les autorités burkinabées étaient obligées de sortir pour, je crois que c'en était en 2018 ou 2019 si ma mémoire est bonne, où les autorités burkinabées étaient obligées de sortir pour s'expliquer par rapport à une telle situation. Et après également les événements de Ban et autres, et quand les autorités ont été indexées, elles sont sorties pour s'expliquer. Donc ça permet parfois d'interpeller pour avoir la réaction de l'autre camp pour que les autorités puissent s'expliquer. Mais au-delà, je pense que ça participe aussi du fonctionnement de ces organismes-là, où chaque année, ils sont tenus de livrer un rapport sur un certain nombre de faits, et puis ça s'arrête là. En termes d'impact, sur le continent africain, ça a commencé quand même à s'effriter sur un certain nombre de choses, parce que les uns et les autres également ont commencé à comprendre certaines connexions, pas de toutes les organisations, mais effectivement, pour certaines organisations, vous vous rendez compte que s'il y a un lien avec tel homme d'affaires ou bien tel philanthrope, mais qui effectivement a d'autres visées là derrière. J'ai lu beaucoup de ce genre d'enquêtes sur par exemple la galaxie Soros en Afrique, où vous voyez des ONG qui sont très actifs sur le terrain, mais qui sont en lien avec des personnalités de la trempe du milliardaire philanthrope américain George Soros sur plusieurs plans, y compris des médias qui sont dans le domaine de la promotion de la démocratie ou dans le domaine de la protection des droits humains. C'est plusieurs domaines effectivement que ces milieux la touchent. Donc le regard aussi, il a commencé à être changé. Et donc c'est comme l'a dit effectivement Geoffroy, en termes d'impact aujourd'hui, il y a lieu effectivement de s'interroger. Mais ça permet de servir, ça permet aussi que ça serve de baromètre. Parce que c'est aussi des organisations qui siègent dans plusieurs instances, y compris l'ONU, à un certain niveau. Et donc qui arrive aussi à influencer la prise de certaines décisions, qui arrive aussi à influencer des politiques publiques à l'intérieur des États. Cette influence-là, elle est là. Mais auprès de l'opinion, c'est pas aussi évident sur un certain nombre de choses. Je prends par exemple sur la Covid, la maladie à coronavirus au niveau de l'Afrique. Quand on parle de libertés qui ont été récentes, mais ce n'est pas seulement l'Afrique. D'ailleurs, nous avons pour beaucoup levé un certain nombre de barrières. Ce qui reste là, par exemple en Afrique de l'Ouest, ce qui reste, c'est les frontières terrestres qui sont fermées. Mais ailleurs, le confinement il continue. C'est boulot, domicile. Domicile, boulot. Ailleurs, jusqu'à présent, c'est comme ça. Ça, c'est une restriction de liberté que les États africains, pour nous, ouest africains, on ne connaît plus. Mais vous prenez des pays comme l'Italie, l'Allemagne, la France et bien d'autres.
Mais aux États-Unis, entre-temps, Donald Trump d'ailleurs a poussé la population à sortir parce que là-bas, c'est les gouverneurs qui ont pris les décisions du confinement, mais c'était une pression terrible. Donc, ça dit que même là, ce n'est pas à l'échelle Afrique seulement, c'est au plan mondial. Mais comment est-ce que vous faites? Parce que oui, on a restreint les libertés, c'est un viol de liberté des uns et des autres, mais après, il y a un mal qui sévit à la porte. Il y a des morts qu'on ramasse. Il y a des gens qu'on hospitalise. Vous faites quoi? Donc, c'est pourquoi je dis, c'est pas que ça n'a pas d'impact, mais quel est l'impact? Est-ce que ce n'est pas l'effet revers, comment on appelle ça, qui est là? Et quand on tient compte également de l'action de Amnesty International et d'autres organisations dans certains conflits, dénoncés aussi par des reporters, dénoncés aussi par certains acteurs, comme en Côte d'Ivoire, où il y a plusieurs bouquets qui en ont parlé. Là aussi, la question c'était de savoir, c'était réellement pour ça. J'oublie l'auteur de la journaliste française qui a traité de la question, on pourra revenir un jour, mais qui lève un point du voile par rapport à un certain nombre de choses et qui se pose aussi des questions par rapport à son action. Et qui est interdit également dans certains pays. Donc il y a cette réalité-là aussi qu'il faut avoir. Maintenant, c'est une organisation qui veille très bien sur son image, qui veille jalousement sur son image et qui met beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour préserver une très bonne image. Et ça aussi, c'est connu. D'accord. Peut-être en attendant une étude d'impact justement de ces rapports-là sur les pays audités, il faut peut-être souligner que ce rapport 2020 de Amnesty International est assorti de recommandations pour permettre aux différents pays de renforcer les droits humains, en tout cas pour les populations. Nous allons passer au deuxième sujet qui a été retenu pour cette dernière convocation, on l'a dit. La consommation de chicha est désormais interdite dans la ville de Ouagadougou. Ainsi en a décidé la mairie de Ouagadougou à travers un arrêté en date du 6 avril. Alors juge va, certains parlent de mesures courageuses et même en tout cas assez importantes. Oui, bon, on dira peut-être parce qu'il y a la question de la consommation de chicha, ça posait, bon, ça suscitait pour beaucoup certains questionnements, surtout que, à la vérité, chicha, nous n'étions pas forcément habitués, hein, je dirais pas que c'est tout nouveau, mais il n'y a pas si longtemps. Bon, peut-être pour ceux qui connaissent un peu le monde arabe, savent que bon, c'est des choses qu'on voit un peu partout, vous verrez même un vieil homme, une vieille dame, voilà, des messieurs même en famille, voilà, prendre et tout, mais nous, sous nos cieux, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude. Et puis, très vite, on l'assimile à la cigarette, on l'assimile en tout cas à une façon de faire qui n'est pas forcément nette, parce qu'on se dit on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce que voilà. Et quelquefois quand vous abordez les jeunes, parce que nous on avait, vous vous rappelez, en rédaction on avait voulu initier ce sujet-là sur les chicha à Ouaga, il y a même des clubs chicha, et vous voyez la frange de la population qui est le plus concernée par cela, parce que c'est un phénomène nouveau, c'est beaucoup plus les jeunes. Donc vous dites on ne maîtrise pas forcément le phénomène, on ne sait même pas forcément ce que c'est, on ne sait pas ce qu'ils prennent. Est-ce que ça ne peut pas être à la fin une obligation de gérer un phénomène de santé publique, parce qu'au départ on n'a pas été un peu plus regardant sur ces éléments-là. Et puis après il y a le communiqué qui sort, c'est de la commune de Ouagadougou, donc consommation de la chicha dans la commune de Ouagadougou dans les lieux publics clos ou non est interdite. Tout responsable de débit de boissons et autres établissements recevant du public est donc tenu d'y afficher de façon apparente l'interdiction de consommer la chicha, alors qu'on sait que dans les débits de boissons aujourd'hui, dans beaucoup de débits de boissons, vous venez chicha, on vous le propose, mais vous l'avez bien en vue sur une table, donc vous savez que si vous voulez, on vous le donne dans les bars, ça c'est pareil. C'est vrai qu'il y a certains bars où c'est interdit de fumer et tout, mais il y en a beaucoup pour qui c'était devenu un genre de commerce. Bon,
Maintenant, moi je me pose une question. C'est interdit à Ouaga, donc si je quitte Ouaga, si je veux chicha, je pense à tranquille. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être, je veux dire, là-dessus une dynamique plus concertée bon, peut-être que c'est un début. Mais je dis, mais il y a des pays où clairement c'est interdit. Il y a pas, pour eux, ils ont coupé court là-dessus. Mais je pense que chez nous, c'est le sentiment que c'était regardé depuis, ça commençait un peu à déranger parce qu'il y a une ampleur aussi du phénomène qu'il ne faut pas négliger. Et puis bon, peut-être que c'est un début. D'accord. Alors quand on regarde un peu les chiffres de certains spécialistes, on estime que 40 à 60 minutes de consommation de chicha équivaut à 50 à 200 bouffées. Et cela aussi équivaut à 15 à 50 bâtons de cigarettes. C'est clairement une question de santé publique. Comme Jouffra l'a dit, limiter l'arrêté à la ville de Ouagadougou, est-ce que ça aura un réel impact, Juge Bougma? Oui, c'est vrai qu'au départ, c'est un produit d'importation, parce que c'est aussi lié aux cultures indiennes des Perses, et puis c'était depuis des siècles que c'est utilisé. Donc chez nous, avec l'importation, c'est venu. C'était d'abord pour ceux qui partaient au Niger, c'était beaucoup plus répandu à Niamey et tout, avant de venir, je pense, ça a été beaucoup plus là avant de venir au Burkina ici. Et voilà. Donc chez nous, ce sont les 5 dernières années surtout que ça a pris de l'ampleur. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas dans certains salons feutrés, mais je dis c'est à partir des 5 dernières années que ça a quand même pris de l'ampleur, jusqu'à ce que les jeunes lycéens et collégiens ça donne à cœur joie. Et c'est ce qui fait inquiéter, parce que il y a non seulement il y a le chicha qui est là, mais il y a d'autres substances que les jeunes joignent à cela. Et ça crée en fait naturellement d'autres effets. Au moment où on se pose des questions de savoir est-ce que le chicha en lui-même n'est pas nuisible pour la santé, il y a des substances effectivement que les jeunes ajoutent. Et ça, effectivement, ça crée d'autres problèmes. Mais maintenant, pour revenir effectivement à votre question, naturellement, la limite de la décision, c'est comme celle que le maire de Titao avait prise en son temps par rapport aux alcools frélatés, qui était une bonne décision, qui a été saluée par tout le monde, mais l'impact était très difficile parce que les communes voisines n'avaient pas interdit. Et c'est la même chose. La commune de Ouagadougou, c'est vrai qu'il y a le grand Ouaga qui regroupe les communes environnantes, mais monsieur peut décaler à Tangandasouri pour aller s'asseoir, fumer tranquillement sa chose, puis se lever, rentrer à Ouagadougou. Les gens quittent Ouaga pour aller consommer, pour aller sous les arbres, dans les différentes sorties de Ouaga, qui sont de communes rurales. Mais c'est à quelques kilomètres. Il sert sur le bas-côté, il s'assoit, il passe toute sa journée là-bas, sous les arbres, et puis il consomme ses poulets flambés, il prend sa bière tranquillement, et puis le soir, il rentre à Ouagadougou. Il y en a qui le font. Alors qu'effectivement, pour qu'il y ait plus d'impact, il faut une implication de toutes ces communes-là, environnantes, et pas Ouagadougou seul d'ailleurs. Sinon, ça va être très, 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 très difficile. Parce qu'ils se déplacent avec. Il y en a dans les débits de boissons. Il y en a qui ont ça dans leur salon, parce qu'il y a des adultes également qui prennent. Maintenant, je pense que c'est parce que ça touche la frange jeune avec les dérives qu'on a, dont je parle, des substances qui sont ajoutées, qui commencent à créer effectivement problème. Mais les jeunes se déplacent avec, pour aller soit dans leur grain de thé, dans leur QG comme ils le disent, et donc ils se déplacent avec. Donc vous l'avez interdit dans la ville, mais s'il n'y a pas une collaboration de part et d'autre, ça va être très 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 difficile. Donc interdiction oui, mais appuyé aussi d'un message de sensibilisation. Parce que c'est des gens qui vendent, parce que c'est un appareil. C'est des gens qui vendent l'appareil, qui vendent le produit. Est-ce que son importation est interdite? Sinon, on n'aura pas ça dans les débits de boissons, mais sur le marché noir, ça va couler à flot. D'accord. Voilà, donc je suis d'accord pour conclure qu'effectivement, il faut impliquer les autres communes, et je pense qu'il faut l'étendre à tout le Burkina. Et si vraiment on veut réprimer, l'autorité sait comment s'y prendre par rapport à la répression ou à l'interdiction totale
de la consommation en public ou je ne sais pas moi. D'accord. On sait que la mairie de Ouagadougou est également sur beaucoup de chantiers. Il y a notamment la lutte contre les boissons frélatées. On a parlé de la vente illicite de carburant. Vous avez tantôt souligné les taxis qui fonctionnent au gaz butane. Tout ça, c'est des choses qui sont, je dirais, interdites avec justement des textes clairs. Mais les résultats sur le terrain sont mitigés. Est-ce que justement avec l'arrêté qu'on vient de prendre, on ne risque pas de s'inscrire dans la même continuité? Beaucoup d'arrêtés, mais très peu de mesures pour les faire appliquer sur le terrain. Oui, ce que vous dites est très pertinent, mais ça ne vaut pas seulement pour la mairie, ça vaut pour même nos arrêtés ministériels et tout. On fixe le prix, je ne sais pas moi, même du gaz dont on parlait, mais même quand on le fixe, on ajoute 500 francs dessus. Je suis désolé, les gens, il y en a dans les quartiers qui les payaient avec 500 francs déjà en plus. Il y a à la vérité aussi quelquefois des comportements qui permettent, pas des comportements, des situations qui permettent ce genre de comportement, parce que très souvent, on peut comprendre sur une denrée aussi prisée, vous ayez un genre de spéculation qui soit faite juste parce qu'on crée quelquefois de la pénurie. On ne peut pas comprendre que de façon cyclique vous ayez de la pénurie. Si vous avez de la pénurie, c'est une question qui est naturelle sur les marchés. L'offre, la demande et son équilibre. Plus elle est forte et plus en face l'offre elle est petite, les gens sont tous prêts. Vous les avez habitués à préparer sur du gaz. Vous voulez qu'ils fassent comment? Le gars il fait 3, 4, 5 coins, il quitte même son quartier, il trouve un lieu où il y a du gaz, vous lui dites même 500 francs en plus, il prend et puis il continue. Donc, tant qu'on ne jugule pas ces choses-là, on entretient cette façon de faire. Donc, je veux dire que le tout n'est pas de dire ça maintenant c'est interdit, mais c'est de pouvoir veiller à ce que ce soit respecté. Ça, c'est, pour moi, ça n'est que logique. Sinon, ça ne sert pas de prendre un certain nombre de décisions. À un moment donné, nous critiquions aussi une réalité. La circulation des véhicules d'un certain poids dans Ouagadougou à certaines heures. Vous savez, on dit c'est réglé, ça a été décidé, il y a des heures, c'est ceci, c'est cela. Mais un matin, on voit encore des sorties juste parce que la veille, il y a une petite fille qui a été écrasée lorsqu'elle partait à l'école. Là, on donne les muscles, on revient, on commence encore à faire des contrôles et là encore on retombe dedans. Un jeune garçon se fait écraser ailleurs, on revient. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. En fait, c'est le problème que nous avons. On est bon sur la question des textes, on est bon sur la question de nos engagements papier, mais sur la réalité des faits, là où dans la vie de chaque jour, on doit travailler à faire respecter un certain nombre d'éléments, on disparaît. Ou bien carrément on est dans le déni. Moi je prends la question la question des prix. Vous recevez le ministre ici, il vous dit non, c'est pas vrai. Parce que lui, il a ses équipes qui sont sur le terrain et qui font le travail. Donc, mais qui mieux que vous-même peut vous raconter le malheur qui est le vôtre? Si le médecin dit que tu dis que tu as mal à la tête, tu dis non, c'est faux, tu n'as pas mal à la tête, tu vas dire quoi? Tu te demandes, il veut te guérir ou pas? Il doit d'abord partir du mal que tu décris. Donc, quelquefois, on est dans cette réalité-là. Il y a un problème, on trouve une solution du point de vue des textes, ça ne change pas le problème. Quand vous dites aux gens que le problème persiste, ils vous disent que c'est faux, j'ai changé les textes. Mais c'est pas changer les textes là qui pose problème, c'est les faits respectés. Et je pense que quand on dit force reste à la loi, là c'est quoi? C'est parce que normalement on a une mairie, on a un État qui doit être capable de faire respecter les textes que lui-même met sur la table. Sinon à quoi ça sert? C'est ça peut-être le gros problème qu'on a. Et puis regardez, vous le posez comme problème, il y a beaucoup de pays, pour revenir sur le cas de la chicha, qui ont décidé de l'interdiction. La Guinée, je pense le Rwanda, depuis même 2017, la Guinée aussi de façon totale, ils y sont allés vraiment fermement. Vous prenez le cas du Bénin, ça s'est fait, je pense que c'est pas février, avec les préfectures et tout, mais tout le monde attendait qu'il y ait un arrêté ministériel, il y ait en tout cas un engagement gouvernemental sur la question, pas que des préfets de façon... parce que c'était des préfets l'un après l'autre qui décidaient que à partir de maintenant, sur mon territoire, la chicha c'est interdit. Et donc du coup,
Vous voyez, il y a la polémique qui se crée, il y a le débat qui se crée là-dessus. Alors que vous voyez le préfet, lui, il est convaincu du caractère dommage de la consommation de cette chicha-là, et il prend des mesures. Mais quand il n'est pas accompagné, il n'est pas soutenu, ça donne l'impression d'un acharnement esselé. D'accord. Et j'espère qu'avec ce qu'on est en train de voir, c'est peut-être la mairie qui lance un pavé dans la mare, et puis il y aura la suite qui va venir. Et que les gamins aussi auront même peur de partir se cacher, consommer cela. Alors, Juge Bouma, Geoffroy Avah le disait, il faut une stratégie réfléchie et concertée. Alors, clairement, la mairie de Ouagadougou a pris les devants dans cette lutte contre la consommation de la chicha. Mais quelle est la responsabilité peut-être des citoyens en tant que parents dans cette lutte-là? C'est vrai qu'il y a des textes, mais peut-être qu'aussi qu'on a un rôle à jouer. Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est effectivement au niveau des parents. Il y a des parents qui ne savent même pas que l'enfant consomme. Puisque c'est au niveau des écoles. C'est comme les enfants qui hors du domicile familial sont les impossibles, comme on le dit. Donc, à Ouaga, c'est comme ça qu'on qualifie ces enfants-là, que c'est un enfant impossible. Alors, il sort à la maison, il est calme, il est courtois, il est cool, mais dehors, c'est tout autre chose. Parce que, effectivement, le système dans lequel nous sommes rentrés, on n'a pas prévu de la place pour pouvoir avoir du temps pour consacrer à nos enfants. Monsieur sort, il prend la direction sud pour le pain quotidien. Madame prend la direction nord pour le pain quotidien. L'enfant est laissé à lui-même. Et l'enfant est laissé à un domestique de maison. Ou bien quand il arrive à l'école, il est laissé entre les mains de quelqu'un qui est chargé de seulement lui inculquer A, B, C, 0, 1, 2, 3 points. Son comportement, attention, tu t'amuses à vouloir redresser l'enfant, tu vas l'écorcher, ses parents viendront. Parce que le maître n'a plus cette autorité sur l'enfant. Dans le temps, non seulement à la maison, vos gestes sont suivis parce que les parents ont plus de temps pour ça aussi. Mais dehors, le voisinage, vous faites aussi attention parce que si un voisin vous a aperçu avec quoi que ce soit, ça va mal se passer parce qu'il peut venir apporter à la maison, tout comme lui-même d'abord il peut vous rosser. Avant de venir encore informer à la maison. Donc je dis ça, c'est le plus permis. Vous dites à l'enfant de la famille, il va vous demander vous êtes qui. Mais la police a pris le fils d'un opérateur économique à Gonguin, dans un débit de boissons. Mais les liasses de billets ont effrayé les occupants de lui qui ont alerté discrètement la police. Quand la police est venue, ils ont interpellé le petit. Il dit que c'est l'argent de son père. Et ils ont appelé son papa. En pleine nuit. Effectivement, le vieux s'est levé, il allait regarder où il avait stocké de l'argent. Il dit oui, lui, il ne va pas l'argent, mais effectivement, il faut laisser l'enfant, c'est mon argent qu'il a pris. Il dit il faut le laisser. C'est mon argent qui, effectivement, j'ai regardé, l'argent n'est plus à son endroit, il a pris, c'est bon. Bon, vous allez faire quoi? En tant qu'agent de sécurité, face à une telle situation, vous faites quoi? La loi dit quoi? Et la réalité du terrain dit quoi? Et vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Donc, sur le plan social, on a travaillé à détruire des piliers. De conséquence, on n'est plus adossé à quoi que ce soit, ça devient difficile. Donc, la surveillance des enfants pose problème, compte tenu de l'indisponibilité des parents pour le faire, et compte tenu du fait qu'également, il n'y a pas de régulateur social. Celui qui vend le chicha, il fait du business. Point. C'est vrai qu'il va placarder, interdit au moins de tel âge, mais parfois c'est même pas respecté. Et parfois il n'y en a pas. Donc il vend à des clients, il ne vend pas à des enfants. Et ce sont les meilleurs clients, les adolescents là, c'est les meilleurs clients. Donc il y a cette réalité aussi. Donc le commerçant aussi qui vend, il a une part de responsabilité, mais ce n'est pas son problème. Il veut faire du chiffre pour aller nourrir ses enfants à la maison. Donc que les enfants de l'autre volent de l'argent ou déconnent pour que lui il ait toujours de l'argent pour s'occuper de lui, ses enfants à la maison, il n'y a pas de problème. Sauf qu'après, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, c'est toute la société qui paye. Donc le travail à faire, c'est un travail d'ensemble. Parents, enfants, autorités, en charge de l'éducation ou pas,
chacun a une part de responsabilité à jouer par rapport à cette situation. Mais si on va désigner un seul coupable, nous allons nous tromper. D'accord. Merci, juge Bouma. Merci également au juge Va pour ces différentes clés de lecture. Ces analyses aussi mettent fin à une semaine de jugement et de convocation au tribunal de l'actualité. On se dit rendez-vous lundi pour d'autres actualités à juger. En attendant, nous vous disons merci de rester fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.